Les chansons d'ABBA, qui sont des hymnes d'amour et d'angoisse, ont influencé des générations. Cependant, des tensions se sont développées, des secrets ont été gardés cachés, et une vérité longtemps soupçonnée a maintenant fait surface derrière les paillettes et la splendeur. Benny Andersson s'est exprimé dans un aveu rare et ouvert. Quels secrets les fans d'ABBA spéculaient-ils depuis des années? Était-ce des conflits internes, des difficultés personnelles ou quelque chose de plus profond? La célébrité avait un prix. Même lorsque ABBA dominait les hit parades, la vie personnelle de ses membres s'effondrait. Quel rôle Benny a-t-il joué dans les moments les plus douloureux du groupe? Et pourquoi a-t-il décidé de se confier à ce moment précis? Rejoignez-nous pour découvrir la vérité qui vous surprendra. Si vous êtes fan d'ABBA, commentez avec 1 ci-dessous, sinon avec 0. Frida Lyngstad. Les conflits et la dissolution d'ABBA. Imaginez les lumières éclatantes de l'ère disco des années 1966, les airs contagieux d'ABBA remplissant les stades et le monde entier, regardant 4 artistes suédois devenir des rois de la pop. Benny Andersson et Annie Frida Lyngstad. Un couple autrefois célèbre dans la vie comme dans la musique, était au centre de tout cela. Mais sous les paillettes et les harmonies, les sourires impeccables et les performances savamment mises en scène, une tempête se préparait. Et derrière la tempête, quelque chose se préparait. Pendant longtemps, les fans ont cru que la séparation d'ABBA était simplement le résultat de conflits personnels, de l'évolution des tendances et du temps. Maintenant qu'Anderson s'est manifesté, les gens peuvent voir un côté de Frida qu'ils n'avaient jamais pu voir auparavant. Un élément compliqué, turbulent et parfois très dommageable, d'une manière que le monde n'aurait jamais pu prévoir. Leur amitié, leur amour et leur musique se sont effondrés. Benny et Frida continuaient à se disputer. Les conflits, les trahisons et les luttes personnelles qui ont émaillé sa carrière ont brossé un tableau, bien plus dramatique que ne le permettait la personnalité publique soigneusement cultivée d'ABBA. La question la plus douloureuse pour Frida tournait autour de sa relation avec Benny Andersson. Ils étaient à l'origine le deuxième couple puissant d'ABBA, et leur passion était similaire à celle de Björn Ulvaeus et Agneta Fältskog. Cependant, la séparation de Benny et Frida a été marquée par le ressentiment, la haine et des accusations qui ont dépassé de loin le tourment émotionnel de Björn et Agneta. Lorsqu'ils se sont rencontrés pour la première fois à la fin des années 1916, Frida était une femme forte et indépendante, déterminée à réussir dans le monde de la musique. Benny, un prodige de la musique doté d'un sens inné de la mélodie, était indéniablement attiré par son talent et son charisme. Au fil des ans, ils ont bâti ensemble un partenariat indéfectible et un empire musical. Mais des fissures commençaient déjà à apparaître. La popularité d'ABBA a coïncidé avec une recrudescence des conflits privés. L'approche critique de Benny à l'égard de la musique contrastait souvent avec la nature passionnée et indépendante de Frida. Elle était expressive et passionnée, tandis qu'il préférait l'ordre et le contrôle. Leurs désaccords créatifs se sont rapidement transformés en problèmes personnels. Au début des années 1918, le cœur de Benny s'était égaré. Des rumeurs d'adultère avaient commencé à circuler et Frida fut dévastée en apprenant la vérité. En plus d'être une épouse, elle se sentit trahie, humiliée et en colère en tant qu'artiste qui avait tout abandonné pour ABBA. En raison de problèmes non résolus et d'une rupture de confiance, leur relation prit fin en 1971. Cependant, les blessures ne cicatrisèrent pas. Même après la séparation d'ABBA, l'hostilité entre Frida et Benny perdura. Elle le considérait comme distant et froid, un homme qui avait abandonné leur amour dès qu'il en avait eu assez. De son côté, il luttait contre les actions imprévisibles de Frida, ses accès de colère et son incapacité à laisser les choses se faire. Vous devez être habitué aux murmures. Deux belles femmes, un groupe et une rivalité inévitable. Les fans et la presse à scandale ont spéculé pendant des années sur le fait que Frida et Agneta se disputaient secrètement pour attirer l'attention. Au début, les deux femmes l'ont nié. Elles se disaient amies, sœurs et partenaires de chant. Mais derrière les portes closes, la vérité était plus complexe. Frida croyait souvent que la beauté blonde et éthérée d'Agneta et sa voix, réputée pour être très haute, lui faisait de l'ombre à cause de sa voix rauque, de sa présence scénique sombre et dramatique et de ses capacités à attirer l'attention.
Agnetha était considérée comme la fille en or d'Abba, tandis que Frida était souvent considérée comme la star de soutien, la deuxième voix, et celle qui devait se battre pour attirer l'attention. Les tensions montaient en studio, en tournée et même pendant les interviews. Qui serait la chanteuse principale? Sur la pochette de l'album, quel visage serait représenté? Ces questions ont conduit à un fossé grandissant entre elles qui n'a jamais été complètement comblé. Au moment où Abba s'est séparé, Frida et Agnetha s'étaient éloignées. Elles ne communiquaient pas beaucoup et les initiés savaient que leur séparation n'était pas à l'amiable, malgré la perception populaire. Les chansons pop et les contes de fées n'étaient pas les piliers de la vie de Frida Lyngstad. Malgré tout le glamour et la célébrité, la femme qui souffrait de l'obscurité, de la trahison et du chagrin n'a jamais été vraiment vue par le public derrière les lumières éblouissantes de la scène et les harmonies enivrantes. L'enfance et le rejet de Frida Lyngstad. Pensez à un bébé qui, bien qu'innocent et inconscient, a déjà été qualifié de paria. Lorsque Frida Lyngstad est née, le monde ne voulait pas d'elle. La Norvège se remettait encore des atrocités de la domination nazie en 1945, lorsque la Seconde Guerre mondiale a pris fin. Sa mère, Signe Lyngstad, était tombée amoureuse d'Alfred Hass, un soldat allemand. Mais après la guerre, les femmes qui sortaient avec des officiers allemands étaient rejetées, humiliées et accusées de trahison par leur propre peuple. Le traitement réservé à leurs enfants, appelés Tiskerbarnes ou enfants allemands, était bien pire. Les luttes de Frida et l'Union. Ils étaient considérés comme des taches sur le sang norvégien, des souvenirs d'une époque dont personne ne voulait se souvenir. Frida n'a jamais eu la chance de rencontrer son père. Pensant qu'il était mort au combat, sa mère a tragiquement décidé de partir pour la Suède afin de donner à sa fille un nouveau départ et une vie sans honte. Mais les blessures de Frida causées par ce rejet l'ont suivi partout. Imaginez être rejeté, méprisé et considéré comme une erreur par votre pays de naissance. Et grandir en sachant que vous êtes une criminelle simplement parce que vous existez. Bien que la Suède lui ait offert sa protection, elle n'a jamais pu effacer la douleur d'être une enfant sans véritable foyer, une fille sans père et une femme constamment à la recherche d'un endroit où se sentir chez elle. Des années plus tard, Frida apprit la vérité. Son père n'avait pas été tué au combat. L'homme qui avait construit sa vie en dehors de la sienne était toujours en vie. Les retrouvailles tant attendues semblaient lointaines, gênantes et forcées. La relation n'avait jamais vraiment évolué comme elle l'avait imaginé au départ. Et il y avait juste des questions sans réponse, pas d'étreintes joyeuses, et pas de « ils vécurent heureux ». Elle ne s'était jamais vraiment remise de ce sentiment d'abandon lorsqu'elle était enfant. Son estime d'elle-même, sa musique et de ses relations en ont toutes été affectées. Elle a cherché l'amour, la sécurité et un sentiment d'appartenance, mais elle ne les a jamais vraiment trouvés. Pendant des années, Frida, la femme aux cheveux roux flamboyants et à la voix séduisante, a été dépeinte comme la guerrière féroce et autonome d'Abba. Anne Prevey, cependant, elle n'était pas à l'abri des douloureuses contradictions de l'amour. Après l'agonie de son amour raté avec Benny Andersson, Frida a cherché une nouvelle identité et une nouvelle vie, qu'elle a trouvée dans la royauté. En 1992, elle a épousé le prince Heinrich Russo-Roots de Plauen, un noble allemand. C'était un véritable conte de fées pour le peuple. La reine d'Abba était devenue une vraie princesse, vivant dans un château suisse loin de l'agitation du monde de la musique. Mais comme dans la plupart des contes de fées, l'illusion masquait une vérité bien plus sombre. Malgré la richesse et le prestige, le mariage était loin d'être parfait. Le prince Russo était puissant, populaire et très influent, mais il était aussi autoritaire. Après avoir passé sa vie à se battre pour son autonomie, sa liberté et sa propre voix, Frida fut plongée dans un monde de conventions rigides, de traditions répressives et d'obéissance silencieuse. Elle était revenue sous une nouvelle forme après qu'elle l'ait fui toute sa vie, étouffée et contrôlée. Malgré le fait qu'elle avait échangé une cage contre une autre et qu'elle aspirait à la stabilité, il y avait des signes de tension. D'une femme déchirée entre l'amour et l'instinct de conservation, alors même qu'elle essayait de convaincre le monde qu'elle avait trouvé le plaisir. Elle venait juste de commencer à s'installer dans cette atmosphère inconnue lorsque des événements tragiques se sont produits.
La mort de la fille de Frida et son impact sur sa vie. La célébrité. L'amour ou l'argent ne peuvent préparer une mère à la perte d'un enfant. En 1998, le pire cauchemar de Frida se réalisa. Sa fille bien-aimée, Annie Lizelott, mourut dans un terrible accident de voiture. Après cette perte, tout fut différent. La douleur était insupportable, étouffante et sans fin. Annie Lizelott avait été sa boussole et son inspiration pour continuer à vivre après ABBA, Benny et tout le reste. Mais elle n'était plus là. Frida s'est fermée au monde extérieur. Elle s'est retirée de la vie publique et s'est enfoncée dans l'ombre, s'isolant de ses proches. Elle avait perdu sa maison, son mari et son identité, mais elle avait aussi perdu la seule personne qui la comprenait vraiment. La femme féroce et audacieuse qui avait dominé la scène avec assurance avait disparu. Elle ne voulait plus vivre dans le monde qui lui avait tout pris, chanter ou se faire remarquer. Pendant des années, elle vécut dans un isolement presque total, pleurant sa fille et la vie à laquelle elle n'avait jamais pu vraiment s'accrocher. L'héritage de Frida. Le monde se souvient de Frida Lindstad comme d'une légende, d'une icône et d'une femme qui a régné sur l'industrie de la musique pop. Mais sa véritable histoire est celle de la souffrance, de la perte et d'innombrables batailles menées en arrière-plan. Après avoir été rejetée à sa naissance, elle s'est battue pour devenir célèbre. Mais ce faisant, elle a presque tout perdu. Elle a persévéré face à la rupture, à l'abandon, à la trahison et à la domination. Sa voix était audible malgré sa douleur et le silence dans lequel elle s'était réfugiée. La musique qu'elle a laissée derrière elle sera toujours la sienne, même si le monde lui a beaucoup enlevé. Pendant de nombreuses années, Frida a été considérée par ses fans comme la chanteuse intrépide, féroce et imparable qui a interprété les meilleures chansons d'ABBA avec une force inébranlable. Mais derrière cette façade se cachait une femme qui luttait d'une manière que personne ne comprenait vraiment. Elle était présentée comme quelqu'un qui avait connu à la fois le succès et la misère dans sa vie en raison de ses traumatismes personnels, de ses disputes avec Agnetha et de ses problèmes avec Benny. Le monde doit réévaluer l'histoire de Frida maintenant que Benny Andersson s'est enfin exprimé. Était-elle une femme qui a été abattue par sa nature fougueuse? Ou était-elle victime de ses circonstances? A-t-elle assumé une part égale de responsabilité dans les disputes qui l'entouraient? Ou a-t-elle été incomprise? La mythologie ABBA changera sans aucun doute à l'avenir. Maintenant, si vous êtes curieux de savoir comment elle est devenue célèbre, continuez à nous suivre pour en savoir plus. Travail Initial. Plusieurs interviews affirment que c'est la grand-mère de Agnetha qui lui chantait souvent des chansons, en particulier des airs traditionnels norvégiens, qui a éveillé son amour de la musique. Elle a montré des aptitudes musicales dès sa première année d'école. Elle est rapidement devenue célèbre pour sa belle voix, tant à l'école que dans le quartier, et son professeur lui demandait régulièrement de se produire devant la classe le vendredi. Malgré les encouragements de sa grand-mère, Lindstad affirme qu'elle n'a jamais assisté à ces représentations. Sa grand-mère est décédée juste avant la formation d'ABBA, et elle n'a donc jamais connu le succès du groupe. Lindstad a décroché son premier emploi de chanteuse de Schlager et de membre d'un groupe de danse avec l'orchestre d'Evald Eck en 1958, alors qu'elle n'avait que 13 ans. Chaque week-end, Lindstad, alors âgée de 13 ans, se produisait devant un public de danseurs avec l'orchestre d'Evald Eck. Evald Eck se souvient, c'était difficile à croire. Une personne aussi jeune pouvait chanter aussi bien. C'était si facile de répéter avec elle et elle n'était jamais timide sur scène. La seule chose que je lui ai apprise, c'est à chanter fort. À l'époque, elle avait tendance à retenir un peu sa voix. Parfois, les représentations duraient 5 heures. All of Me, Night and Day et Begin the Big Wine faisaient partie de ses chansons standards préférées. Elle a également commencé à prendre des cours de chant avec le ténor d'opéra Folk Anderson afin de se développer et de progresser. Plus tard, elle devint membre du Bengt Sandlin's Big Band, un groupe de 15 musiciens qui interprétaient des reprises de jazz de Count Basie, Duke Ellington et Glenn Miller. Le 13 septembre 1957, à Skansen, à Stockholm, se tenait le concours national suédois de talent New Faces, organisé par le label Emmy Svenska. Et Lindstad en sortit victorieuse. Elle décida de chanter En ledig dag, un jour de congé, intitulé à l'origine Weekend à Portofino.
Le premier prix du concours était un contrat d'enregistrement avec la filiale suédoise d'EMI. Lyngstad ignorait que la gagnante du concours devait également se produire le soir même dans l'émission Islandshörna, qui était alors l'émission de télévision la plus populaire du pays. Ce jour-là, la Suède est passée de la conduite à gauche à la conduite à droite. Ce jour-là, la conduite était déconseillée. Et la plupart des gens du pays ont donc regardé la télévision le soir. La chanson gagnante a été interprétée en direct par Lyngstad. La performance est sur le DVD Frida. Immédiatement après sa première apparition devant un large public télévisé, Frida a été approchée par un certain nombre de maisons de disques et de producteurs, ce qui a fait sensation. Craignant de perdre leur nouvelle chanteuse, les représentants d'EMI se sont rendus en voiture de Stockholm au domicile, de Lyngstad à Eskilstuna le lendemain matin avec un contrat d'enregistrement à lui faire signer. Selon le producteur Demi Olbergman, nous nous sommes tellement intéressés à elle et nous l'avons tellement aimée que j'ai pensé qu'elle avait tout ce dont une personne a besoin pour devenir quelqu'un. Le 11 septembre 1967, Lyngstad a enregistré les voix de Onledig Dag sous le label His Master's Voice. La chanson deviendra son premier single pour EMI Suède. Lors de sa première journée en studio, elle enregistre les voix en une seule prise, faisant preuve de professionnalisme et d'assurance. Les premières chansons qu'elle a enregistrées pour EMI figurent sur l'album compilation Frida 1967-1972, publié par EMI Suède en 1997. Elle a brièvement rencontré Agneta Fältskog, qui allait plus tard rejoindre ABBA et jouer son premier single dans la même émission sur SVT1, lorsqu'elle a chanté cette chanson dans Studio 8 à la télévision nationale le 29 janvier 1968. En 1968, Agneta a fait une tournée en Suède avec Lasse Lundahl et Bengt Hallberg et a sorti de nombreux singles pour EMI. Pour poursuivre une carrière de chanteuse à plein temps, elle a décidé de déménager à Stockholm et d'abandonner sa famille en même temps. Elle a participé au Melodifestivalen 1969, la manche suédoise du concours Eurovision de la chanson, avec la chanson Ärlig är vår jord et a terminé à la 4e place. Dans les coulisses, elle a croisé son futur deuxième mari et membre du groupe ABBA, Benny Andersson. Avant ABBA, son premier album, Frida, est sorti chez EMI Columbia en 1971 et a été produit par Benny Andersson, qui était alors son fiancé. La justesse et la variété de la voix de Lyngstad en particulier ont été saluées par la presse et les critiques, qui ont attribué au CD d'excellentes distinctions. Un premier album professionnel, sûr et certain, une personnalité discrète mais sûre d'elle, avec des touches de tempérament, d'humour et de tendresse. Et elle chante d'une telle manière qu'on comprend qu'elle a quelque chose dans la tête. Elle chante, en d'autres termes, de manière très intelligente, écrit un critique du Dagens Nyheter. Elle sort son single Min egen stad la même année, qui est une interprétation de It's Nice to Be Back d'Anderson avec les paroles de Peter Himmelstrand. Les 4 futurs membres d'ABBA ont tous contribué au chœur, et le titre a atteint la première place du Svensktoppen. EMI Columbia a choisi de publier l'album de Frida avec Min egen stad au début de la phase B en raison de la popularité du single. EMI Suède a inclus l'album entier dans sa compilation de Frida 1967-1972. Frida continua à tourner, à jouer dans des cabarets et à apparaître à la radio et à la télévision. Sa relation avec Andersson et ses amitiés avec Björn Ulvaeus et Agneta Fältskog conduisirent par la suite à la formation d'ABBA. Après avoir travaillé pour EMI Suède pendant 5 ans, Lyngstad rejoignit Polar Music, un nouveau label de disques. En 1972, la chanson qu'elle enregistre, En ville Juleva lite dissemellan, on a envie de vivre un peu de temps en temps, devient son deuxième tube Endeg 1 dans les charts suédois. Les ABBA et Frida ensemble. Au début, Agneta hésite à se produire avec son petit ami Benny Andersson, sa femme Agneta Fältskog et son meilleur ami Björn Ulvaeus. Festfolket. Le spectacle de cabaret qu'ils ont donné ensemble pour la première fois à l'hiver 1970-1971 a été une déception. L'année suivante, Agneta a fait un voyage avec Lars Berghagen,
tandis que les 3 autres futurs membres d'ABBA ont commencé à se produire régulièrement ensemble. Elle finit par rejoindre le groupe, après qu'Anderson et Ulvaeus, qui étaient occupés à produire d'autres chanteurs, eurent rapidement reconnu les atouts des voix combinées de Lyngstad et Feldskog. Lyngstad appréciait clairement davantage les projecteurs que les 3 autres membres d'ABBA. Elle était la seule à se plaindre ouvertement de l'absence de réunion après la séparation des membres d'ABBA, jusqu'à la réunion du groupe en 2017. Elle adorait partir en tournée et parler aux fans en tête-à-tête. Elle a activement participé à la conception des tenues reconnaissables d'ABBA pour leurs émissions de télévision et leurs tournées. En 1975, à l'époque d'ABBA, elle sort son 2e album solo en suédois, Frida Ensam, produit par Anderson. Sa célèbre version suédoise de Fernando, extrait de cet album, atteint la première place du hit parade radio Svensktoppen pendant 9 semaines, bien qu'elle n'ait jamais été publiée en single. L'album a été enregistré entre les sessions d'enregistrement de Waterloo et d'ABBA. En raison des activités du groupe, l'enregistrement de l'album a duré 18 mois. Frida Ensam a connu un énorme succès financier et critique en Suède, passant 6 semaines en tête des charts suédois et 38 semaines au total. L'album était principalement une collection de reprises de chansons d'artistes tels que David Bowie, Liv på Mars et Tinsisi, Guld och gröna ängar, et les Beach Boys, Skulle det vara skönt. Melody Maker a donné des critiques positives de l'album, déclarant « L'album dépeint Frida comme une chanteuse très forte et émouvante et montre la vraie valeur de la musique. Qui, si elle est chantée correctement et avec suffisamment de sentiments, transcende toutes les barrières linguistiques. Cet album est finalement devenu un disque de platine. » Carrière solo internationale. En 1982, dernière année d'existence du groupe ABBA, Frida enregistre et sort son premier album solo. C'est également le premier album solo qu'elle sort en anglais. Phil Collins a produit l'album de Frida, Something's Going On, qui est devenu un succès mondial. La batterie de Phil Collins a joué un rôle important dans le son plus rock de nombreuses chansons, en particulier le premier single, I Know There's Something Going On, qui a atteint la première place des charts en Belgique et en Suisse, et s'est classé dans le top 5 en Australie, en Autriche, en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Norvège, en Afrique du Sud et en Suède. En mars 1983 et se classant 20e single le plus vendu aux États-Unis cette année-là. Le fait que la chanson n'ait atteint que la 43e place au Royaume-Uni suggère qu'elle n'a pas été un grand succès. Selon Billboard, la chanteuse aux cheveux auburn d'ABBA remporte un succès retentissant avec son projet solo audacieux, tandis que la 3e édition du Rolling Stone Album Guide décrit l'album comme un album pointu, orienté rock et délicieusement éclectique par Mark Coleman. William Cooper a déclaré dans AllMusic que Frida échappe aux limites créatives liées à son appartenance à l'un des groupes les plus populaires au monde sur cet album solide et souvent captivant, ce qui fait écho à cette opinion. La télévision suédoise SVT a documenté cet événement historique en filmant l'intégralité de la procédure d'enregistrement. Tous les artistes qui ont contribué à l'album, ainsi que Frida et Phil, Björn et Benny, ont été interviewés pour le produit final, un documentaire télévisé d'1 heure. Le succès de l'album, 1,5 million d'exemplaires vendus dans le monde, et de son premier single, a valu à Frida d'être élue meilleure artiste féminine de l'année par les lecteurs d'Aftonbladet, le plus grand journal du soir de Suède. Et elle a ensuite remporté le prix Rockbjörnen du Swedish Music Award en 1982. En 1983, Lyngstad a produit une chanson avec 2 chanteurs différents dans des langues différentes pour aider Abacadabra. La version anglaise de Time et la chanson Belle ont toutes deux été influencées par l'artiste français Daniel Balavoine. Et a prod with Mike Batt, Robertson. Cette chanson était une reprise du morceau instrumental Arrival de l'album éponyme d'ABBA. Elle assure également la récitation féminine à la fin de la chanson Strip d'Adamant, tirée de l'album Strip, qui a été enregistré au Studio Polar de Stockholm. Le prochain album de Lyngstad s'intitulait Shine. Cet album a été produit par Steve Lillywhite et enregistré au studio de la Grande Armée à Paris.
Steve Lillywhite n'avait que 29 ans lorsque cet album a été enregistré. Il a su créer une atmosphère détendue dans le studio et a donné à Aneka un son très expérimental. Le succès de l'album a été bien inférieur aux attentes, bien qu'il ait atteint le top 20 dans plusieurs pays européens, avec une meilleure place en Suède, à la 6e place. Une profession plus tardive. Lorsque son ex-mari Benny Andersson enregistre la chanson Klinga Mina Klockor en 1987, Lyngstad fait partie de la chorale. Lyngstad travaille sur la chanson Så länge vi har varann en 1987 avec Ratata, son duo pop suédois préféré. Elle est approchée par Mauro Scocco, un musicien qui prétend avoir une chanson qui convient à un duo. Lyngstad l'a écouté et a immédiatement accepté. As Long as I Have You était le titre anglais de la chanson qui a connu un grand succès en Suède. Un clip vidéo en anglais a été réalisé, mais la sortie de la chanson en Australie en janvier 1998 sur Festival Records a été retardée par la suite. En 1990, Lyngstad est devenue membre du comité du groupe environnemental suédois Det Naturliga Steget. Elle a été nommée présidente d'Artistes för Miljö en 1991, un groupe qui cherchait un visage célèbre pour l'aider dans ses relations publiques. En 1992, la reprise de Salt Water de Julian Lennon par Lyngstad est devenue le single caritatif pour l'environnement. Elle a également fondé la Children and Environment Foundation, qui propose des camps d'été aux enfants défavorisés. Tous les bénéfices de ce single ont été reversés à une bonne cause. Frida a été invitée par ABBA à interpréter Dancing Queen sur scène pour le 50e anniversaire de la reine Sylvia en 1993. Après le mariage du roi et de la reine en 1976. Frida et le groupe ont chanté la chanson devant le roi et la reine à l'Opéra de Stockholm après avoir contacté The Real Group. Cette performance a été capturée par la télévision suédoise et figure sur le DVD Frida, The Movie. Dina Ondetag. Un CD de Lyngstad en suédois est sorti en 1996, comme Shine était sorti 12 ans plus tôt. Le CD était très attendu. L'album a été un succès en Suède, où il a atteint la première place du classement des albums, et a reçu des critiques généralement positives. Frida a fait de nombreuses apparitions à la télévision en Suède, en Norvège, au Danemark et en Finlande pour promouvoir le disque. Djupa Ondetag, l'un des premiers albums suédois publiés sous forme de CD-ROM audio-vidéo combiné, comprenant des séquences vidéo du développement de l'album, des interviews de Lyngstad et des vidéos promotionnelles. Bien que Djupa Ondetag n'ait été officiellement publié qu'en Scandinavie et que les chansons aient toutes été chantées en suédois, un album remix des morceaux Även en Blomma, Alla mina bästa år et Ögonen est sorti en Allemagne en 1998 sous le titre Frida, The Mixes. Malgré le succès de l'album, aucune de ces chansons n'a fait une grande impression dans les charts suédois. En raison du décès de la fille de Frida en 1998, un nouvel album avec le producteur Anders Glenmark aurait été en préparation, mais a été mis en attente. Frida. The DVD est un documentaire d'1 heure qui détaille l'enregistrement de cet album depuis la maison de Frida à Majorque, en Espagne, ainsi qu'en studio. Lyngstad a coécrit la chanson Chemistry Tonight et l'a dédiée à Kirsty MacColl après sa mort en 2000. Quelques enregistrements discrets et ponctuels ont suivi, dont un duo avec la chanteuse d'opéra Filippa Giordano sur la Barcarolle, des contes d'Hoffmann de Jacques Offenbach, interprété en 2002, et la chanson The Sun Will Shine Again, composée par John Lord, ancien membre de Deep Purple, et enregistrée en 2004, alors que Barcarolle est une exclusivité de l'édition japonaise de l'album Rosso Amor de Giordano. The Sun Will Shine Again figure sur l'album Beyond the Notes de John Lord, bien qu'un single promotionnel en édition limitée ait été rendu accessible. Lord et Lyngstad ont chanté la chanson dans plusieurs émissions de télévision en Allemagne, telles que The Sunday Night Classics et The Golden Henny Gala. Lyngstad a également chanté la chanson sur scène avec Lord lors de sa tournée européenne de l'automne 2004. Au cours de cette tournée, elle a également interprété In the Bleak Midwinter. Une vidéo de sa performance est disponible sur les réseaux sociaux. Trent en après la victoire d'ABBA à Brighton. Agneta a joué dans une vidéo comique unique en son genre intitulée Our Last Video.
pour l'entracte de la demi-finale du concours Eurovision de la chanson 2004 à Istanbul. Les 4 membres du groupe, la chanteuse Cher et le comédien britannique Rick Mayall, ont tous fait des apparitions fugaces. Au lieu d'être inclus dans la sortie officielle du DVD du concours Eurovision, le film a été commercialisé sous forme de DVD autonome sous le label Universal Music. Il a été présenté comme la première fois que les 4 membres travaillaient ensemble depuis la dissolution du groupe en 1982, même s'ils avaient chacun tourné leurs caméos séparément. Lyngstad s'est produite au 5e anniversaire de Mamma Mia, aux côtés de ses anciens coéquipiers Benny Andersson et Björn Ulvaeus, à Londres en 2004. Les chansons d'ABBA ont servi de base à la comédie musicale. Elle a assisté à la première suédoise de Mamma Mia en 2008 parmi ses 3 anciens co-stars d'ABBA, au Circus de Stockholm. Quelques performances publiques, une pause dans la musique et la réunion d'ABBA. Le 15 novembre 2005, Universal Records a sorti le coffret Frida, Quart CD plus 1 DVD, qui contenait une collection de titres bonus comprenant tous les albums solo de Lyngstad enregistrés pour Anderson Records et Polar Music. Ce coffret a été réalisé pour célébrer son 60e anniversaire. Il comprenait également le documentaire de 3h30, Frida, The DVD, dans lequel Agneta parle de toute sa carrière dans le monde de la musique. Elle y évoque son style vocal, sa carrière avant et après ABBA, ainsi que les processus d'écriture et d'interprétation des chansons. Ce documentaire a été tourné dans les Alpes suisses. De nombreux extraits de ses premières apparitions à la télévision, y compris ses débuts avec En Ledig Dag, ont été inclus dans le film, qui a été réalisé en collaboration avec la télévision suédoise SVT. Il existe d'autres documentaires télévisés sur la réalisation et l'enregistrement de Something's Going On et Djupa on the Tag. En 2007, Agneta a été l'une des premières à parrainer le festival de musique Zermatt Unplugged, avec John Lord et Claude Nobbs. Reconnection. Le dernier album de Georg Wadenius est sorti en septembre 2010. Lyngstad et Wadenius étaient amis depuis des années et avaient envisagé de travailler ensemble. Elle ouvre le CD par une interprétation de la chanson emblématique Morning Has Broken de Cat Stevens. Lors du mariage de Frida avec le prince Rousseau le 26 août 1992, sa chanson préférée était également diffusée dans la chapelle. Le 16 février 2011, Lyngstad et Christopher Green, le créateur de la pièce, admirateur de longue date et interprète, ont participé à une émission dramatique de 45 minutes diffusée sur BBC Radio 4. La pièce en cours de création, Like an Angel Passing Through My Room, a été présentée comme une histoire d'amour, l'amour inconditionnel d'un fan dévoué, sur une intimité réelle et imaginaire. Ce qui avait commencé comme une vision positive des fans et des célébrités s'est transformé en une réflexion sur la communication bidirectionnelle et la façon de surmonter les revers de la vie. Elle et Green ont parlé de sa longue convalescence après la mort de son mari en 1999. L'article est contemplatif malgré son ton comique. Lyngstad a déclaré en 2004 qu'elle n'avait pas l'intention de revenir dans l'industrie musicale. Même brièvement, et en 2010, elle a mentionné l'enregistrement d'autres albums studio. Elle a déclaré qu'elle voulait laisser ABBA se reposer et a contribué à l'organisation de l'ouverture en 2013 du musée ABBA à Stockholm. La réunion tant attendue d'ABBA était prévue pour 2014 afin de marquer le 40e anniversaire du triomphe du groupe au concours Eurovision de la chanson. Cependant, cela n'a pas eu lieu. En 2015, Lyngstad et Dan Daniel ont sorti 1965, qui parle du Cervin en Suisse. Le 19 août 2017, Lyngstad s'est rendu à Torshälla pour recevoir le prix de musique Eskilstuna 2014. Lyngstad a enregistré 2 nouvelles chansons, I Still Have Faith in You et Don't Shut Me Down, à l'été 2017 avec ses co-stars d'ABBA, Agnetha Faltskog, Björn Ulvaeus et Benny Andersson. Le spectacle télévisé sur le thème d'ABBA, auquel ces chansons étaient initialement destiné à finalement céder la place à la production plus ambitieuse et plus numérique de Voyage. En 2018, Björn est le trompettiste de jazz. Arturo Sandoval ont sorti en single un duo de la chanson d'ABBA, Andante. La chanson figure sur le CD Ultimate Duets d'Arturo Sandoval.
ABBA a utilisé une diffusion en direct sur YouTube le 2 septembre 2021 pour annoncer leur prochaine résidence de performance virtuelle ABBA Voyage et la sortie de leur album éponyme, qui a été enregistré entre 2017 et 2021. Le nouvel album, leur premier album studio en 4 décennies, comprend 10 titres, dont I Still Have Faith in You et Don't Shut Me Down, qui ont également été joués pour la première fois lors de l'événement webcast sus-mentionné et sorti en double single. Le 5 novembre 2002, l'album Voyage a été mis à disposition partout. Le 27 mai 2022, ABBA Voyage a fait ses débuts à l'ABBA Arena, un stade nouvellement construit dans le parc olympique Queen Elizabeth à Londres. Bien que la musique d'ABBA continue d'inspirer les gens, cette découverte donne une nouvelle perspective à leur héritage. Qu'en pensez-vous? Cela change-t-il votre opinion sur le groupe et Benny Andersson? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Pour plus d'articles exclusifs, n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification, d'aimer et de vous abonner.